Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct. Merci encore de votre présence. C'est la quatrième visioconférence qu'on organise ces derniers mois, suite à la conférence initiale qui présentait notre nouvelle brochure Arctique 2022. Donc après avoir parlé du Svalbard, du Groenland, aujourd'hui on va vous parler principalement de la Russie, de l'Arctique russe, un peu aussi de l'Arctique canadien. Et cette conférence sera, pour celles et ceux qui étaient présents aux précédentes, celle-ci sera un petit peu différente, étant donné qu'on va vraiment plutôt parler des régions qu'on va visiter. On va parler peut-être un petit moins des voyages ou du déroulement ou des déroulés des voyages en tout cas, mais on va vraiment faire un grand topo sur toutes ces régions qu'on va visiter. On va notamment faire un focus aujourd'hui, enfin ce soir, sur la Yakoutie, simplement parce qu'on a la chance d'avoir dans notre équipe de bureau Oksana, que vous avez peut-être déjà eu au téléphone ou par email, qui, son pays est la Yakoutie. Donc justement, on a la chance de pouvoir donc l'avoir avec nous et donc pouvoir vous présenter, vous parler de son pays, de sa région, au travers aussi de quelques photos, ce qui est une présentation toujours assez passionnante. Christian Kempf aussi est avec nous ce soir, que vous connaissez déjà sans doute. Pour celles et ceux qui étaient présents et présentes aux dernières conférences, je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, mais vous le connaissez sans doute. Donc il est le fondateur de Grands Espaces. Il explore les régions arctiques depuis une cinquantaine d'années, pour des raisons scientifiques, ensuite pour des raisons touristiques, puisqu'il a mené il a organisé la première croisière antarctique avec l'aide des expéditions polaires françaises menées par Paul-Émile Victor. Et il a été récompensé à de multiples reprises pour ses expéditions polaires scientifiques. Et il est aussi l'auteur de livres et ouvrages qui font autorité sur le sujet. C'est un passionné, un véritable connaisseur de ces régions-là. Et puis, il passe encore aujourd'hui sa passion et ses connaissances à ses équipes, aussi bien de bureau que de terrain. Je suis donc aussi là ce soir, donc je suis Mathieu Armul, directeur marketing de Grands Espaces, mais aujourd'hui j'aurai moins le rôle d'intervenant, mais plus le rôle d'animateur pour cette soirée. Sur le fonctionnement, n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie droite de votre écran. Vous avez la partie chat, vous pouvez envoyer des petits messages et aussi vous avez le petit onglet questions. Ce soir, c'est Noéline qui est avec nous pour répondre à vos questions. On gardera aussi du temps à la fin de la conférence pour répondre à des questions ou revenir sur certains points qui auraient été éventuellement évoqués. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, on gardera les questions et puis on répondra ensuite par email. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Christian, qui va vous faire une introduction un petit peu sur toutes ces régions qu'on visite dans ce beau pays. Merci Mathieu pour cette introduction, et je sais que vers la fin de cette heure que nous allons partager ensemble, tu vas me lancer aussi sur le Canada. Mais pour le moment, parlons somme toute de ces deux pays, des deux pays les plus grands du monde. D'abord la Russie, évidemment, ensuite le Canada. La Russie, mais quel pays extraordinaire et quelle histoire extraordinaire. C'est un pays auquel nous nous intéressons au travers de nos réveillons que nous faisons régulièrement à Moscou, Saint-Pétersbourg, au travers du centre transsibérien. Malheureusement, ce réveillon ne peut pas avoir lieu cette année et nous espérons que nos voyages de l'an prochain pourront avoir lieu dans cette Russie qui souffre toujours, comme beaucoup d'autres pays, de cette pandémie du Covid. La Russie, c'est le plus grand pays du monde. C'est un pays qui voit le soleil se lever et se coucher. Quand il se couche à Saint-Pétersbourg, il se lève à Petropavlovsk ou à Providenia sur le Pacifique, la Russie tend la main vers le Pacifique et vers l'Atlantique. Quel immense pays, coupé au milieu par la chaîne de l'Oural et bordé au sud par les grandes chaînes de montagnes comme le Pamir, les monts de Verkhoyansk. Il faut s'imaginer un immense croissant allant pratiquement du détroit de Bering, vers l'Alaska, jusque vers le sud, avec également un grand croissant, une grande barrière qui est la montagne de l'Oural, pas très élevée, environ 2000 mètres au maximum, mais disons que, voilà. Mis à part ça, ce sont des grandes plaines qui vont vers l'Europe ou qui vont vers l'Ukraine et la mer Noire, ou alors ces grands plateaux. Des plateaux très continentaux, très secs, et Oksana vous en parlera, puisque les records du monde dans l'hémisphère nord de froid se trouvent dans cette région. Ces régions terribles, ces régions de Goulag,
pendant un certain temps. Donc, le plus grand pays du monde, articulé autour de ces entités, avec également des points célèbres, comme le lac Baïkal, le lac le plus profond du monde, un lac immense, comme ces grands fleuves, ces fleuves sibériens gigantesques sur lesquels, comme sur l'Alena ou sur le Yenisei, il y a des croisières qui sont organisées, des croisières fluviales, et nous en avons déjà organisé. Bref, un pays de géants. En Russie, rien n'est à l'échelle de la France, tout est à l'échelle de ce pays absolument gigantesque. Ce pays qui a connu aussi une histoire qui est d'abord l'histoire de 25 peuples autochtones qui se trouvaient somme toute, de la région de Kiev jusqu'au Kamtchatka, qui ensuite sont devenus, au gré de la dynastie des Ivans, qui ont passé l'Oural et qui se sont rendus maîtres du Khanat ou de la seigneurie ou du royaume de Sibir, sont allés vers la Sibérie et qui ensuite porteront loin avec la génération des tsars, des Romanov, porteront l'Empire russe jusque dans le Pacifique, puisque, vous le savez, pour certains, l'Alaska a été longtemps russe entre sa découverte en 1741 par les grandes expéditions polaires russes menées par le géographe, enfin menées par le tsar avant tout, mais menées par le géographe Vitus Bering, 3000 hommes qui traversent cette Russie énorme, gigantesque, au XVIIIe siècle. Et jusqu'en 1864, en fait, l'Alaska était russe. Il a été racheté ensuite par les États-Unis, qui, vous le savez, ont racheté aussi bien des provinces à la France, au Mexique et à d'autres. Donc, dans ce contexte historique, il y a eu ces tsars qui ont voulu vraiment faire de la Russie, relier les deux océans, et qui ont construit ou fait construire le transsibérien. Et puis ensuite, il y a eu la révolution prolétarienne, je dirais la révolution bolchevique en 1917, et qui a mis ce pays sous un certain joug. Le joug de Lénine, le joug du dictateur Staline, un homme qui a affamé une partie de sa population, qui a décapité son armée, qui a véritablement mis cette Russie à feu et à sang en interne par la dictature communiste. Vous avez compris que, visitant ce pays de nombreuses fois, je suis devenu tout sauf communiste. Et je vous prie d'excuser cette parenthèse personnelle. Mais quand on voit la route des eaux entre la Yakoussie et le Magadan, et qu'on sait que des prisonniers ont été tués ici par milliers, par dizaines de milliers, ça fait mal. Donc, ensuite, il y a eu cette ouverture extraordinaire avec les années Gorbatchev à partir de 1985, et la Russie s'est ouverte au fur et à mesure. Et j'avoue que j'en ai profité à titre personnel, puisque dès 1991, j'organisais des voyages sur les Wrangel, au Kamtchatka, donc en Extrême-Orient russe. Aujourd'hui, c'est surtout de cet Extrême-Orient russe que je vais vous parler, mais je vais vous parler aussi de l'Arctique russe, qui sont les deux régions vers lesquelles nous allons nous rendre. L'Arctique russe d'abord. L'Arctique russe, c'est un immense plateau. Comme si on était américain, on dirait The Arctic Slope, qui coule tout lentement dans la mer polaire. Et là, sur ce plateau, évidemment, très favorable à la vie, avec des poissons, avec des rennes, avec des oiseaux, il y a automatiquement toute une série de peuples autochtones. Quand on va dans l'Arctique russe, on ne peut pas, contrairement au Spitzberg, où il n'y a pas d'autochtones, ne pas s'intéresser aux peuples autochtones. Et donc, cet Arctique russe, il est fait de ces grands plateaux, et il faut aller, plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres en mer, pour tout d'un coup voir surgir quelques îles qui sont à la limite d'une dorsale marine et qui font en sorte qu'elles apparaissent. Il n'y a pas de grands sommets, même sur ces îles. Quand nous allons en terre François-Joseph, les sommets maximum, par exemple, sur la photo que vous avez vue auparavant, sont aux alentours de 700 mètres d'altitude. Ce ne sont pas des montagnes avec des abrupts nombreux, mais ce sont des montagnes qui sont dans cette mer de Sibérie, je devrais dire dans les mers de Sibérie. Et à côté du Spitzberg, comme vous le voyez, il y a l'archipel de la terre François-Joseph, environ 180, 190 îles, ça dépend du nombre d'îles que l'on compte exactement. Ensuite, il y a la Nouvelle-Zélande, cette espèce d'énorme cigare qui est le prolongement de la chaîne de l'Oural. Ensuite, il y a les îles
de la Nouvelle-Terre ou de la Terre du Nord, les îles de Nouvelle-Sibérie et l'île Wrangel. La plupart de ces îles, vous le voyez, ont une calotte glaciaire parce qu'elles sont déjà très au nord, et l'île Wrangel, elle, qui est à l'extrême est, n'a pas de calotte glaciaire. C'est ce qui fait la particularité de cette île Wrangel, marquée ici en rouge, parce que même pendant les périodes les plus froides, vous savez que depuis 2 millions d'années, il y a eu des périodes froides, des périodes plus chaudes, même parmi les périodes et au moment des périodes les plus froides de l'ère dite quaternaire, depuis 2 millions d'années, jamais les glaciers n'ont totalement couvert cette île Wrangel, ce qui fait qu'il y ait sur cette île des espèces autochtones endémiques tout à fait particulière. Une île d'où les derniers mammouths ont disparu il y a à moins 4500 ans. Je veux dire, c'est avant-hier dans l'histoire. Une île aussi où il y a toute la grande faune arctique. Une île aussi qui est en limite de banquise. C'est pour ça qu'il y a des concentrations d'ours. C'est là qu'on a vu les plus grandes concentrations d'ours blancs au monde. Bref, l'île Wrangel est un refuge de nature absolument fabuleux. On voit ici une photo, je sais que Oksana et d'autres y reviendront, sur ces observations d'ours parfois extraordinaires qu'on peut faire à l'île Wrangel. Et je parlais auparavant donc de la Terre François-Joseph et de la mer de Kara, des joyaux de l'Arctique russe. Parce que en dehors d'avis divers et variés et respectables qu'on peut avoir sur la gestion, je dirais, de cet immense pays qu'est la Russie par le gouvernement actuel, il est clair que en Terre François-Joseph a été créé le grand parc national arctique russe. Et j'ose dire juste à côté, au niveau de la Terre du Nord, la grande réserve naturelle arctique russe. C'est le plus grand parc national russe, c'est la plus grande réserve naturelle russe, avec des paysages comme ceux que vous pouvez voir. Ce paysage, il se décompose, je dirais, en trois. D'abord la mer. La mer est omniprésente, mais la mer est froide. Elle est plus froide qu'au Spitzberg, ce qui en fait une mer encore plus riche. C'est une mer dans laquelle on trouve les ours, les morses, les baleines, jamais en abondance. On n'est pas dans le Kenya ou dans la Tanzanie plantureuse, non, pas du tout, mais en nombre, en nombre. Ensuite, vous voyez de la glace. En général, en Terre François-Joseph, vous savez, moi qui ai connu le Spitzberg depuis 1973, je vois le réchauffement climatique, mais je le sens aussi, c'est clair. Mais quand on va en Terre François-Joseph, on se dit, ça c'est l'Arctique. Pourquoi? Tout simplement 2 degrés à 3 degrés de moyenne en moins, et ce qui fait que les glaciers arrivent encore nombreux en mer, ce qui fait que ces glaciers donnent de grands icebergs tabulaires, etc. Bref, le paysage est plus polaire, il est, j'ai envie de dire un peu comme au Spitzberg il y a 40 ou 50 ans, quoi. Et la glace, ça c'est l'autre chose. Et enfin, vous voyez dans cette photo des parties noires, ce sont ces basaltes, c'est la terre, c'est les roches. Principalement, que ce soit en Terre du Nord, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit ici en Terre François-Joseph, des falaises de basalte, et le basalte étant très gélif, donc des falaises avec des falaises à oiseaux. Alors si vous choisissez de venir sur un voyage en Terre François-Joseph en 2023 ou l'an prochain, un voyage encore plus riche qui va vers l'ensemble des îles de cette mer de Kara, vous pouvez être sûr de la faune, des animaux, vous en verrez beaucoup, et vous en verrez aussi de la banquise, puisqu'on est dans le courant froid de Sibérie, et que contrairement à certaines autres parties où parfois en août, en septembre, on est obligé d'aller chercher la banquise, là, la banquise est véritablement très présente. Donc, je parlais en quelques mots de cette Arctique russe, mais maintenant glissons tout lentement vers le Pacifique, vers l'extrême-orient russe. C'est là, avec 2 capitales, Khabarovsk et Vladivostok, qui sont reliées à Moscou par le transsibérien, un train de légende. Un train dont il faudrait une conférence entière pour parler. Et nous organisons des voyages, évidemment, dans ce train. Alors, nous ne prenons pas, cela va de soi, le train habituel, le train touristique, je dirais. C'est un train bleu que nous prenons, le train bleu de IRT, le train qui vous amène dans des wagons. C'est un train spécialement dédié aux touristes. Vous avez ici une photo du wagon-bar. Il est spécialement et uniquement fait pour le tourisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un train qui marche, qui roule tout le temps. Il fait des arrêts de jour pour que nous puissions visiter quelques grandes îles. Pardon, je suis encore dans mes îles, moi, pardon, quelques grandes villes, que ce soit
Kazan, que ce soit Irkoutsk, Yekaterinbourg, bref, qu'on puisse visiter ces grandes villes durant la journée et le soir, le matin et la nuit, avancer dans un confort remarquable. C'est ça, le transsibérien à un autre mode, à la mode grands espaces, avec évidemment la collaboration, puisque ce sont les Russes qui organisent ces voyages, et nous avons nos guides, évidemment, des guides russes qui parlent français, et nos guides qui sont à bord. Et quand nous glissons maintenant vers ce Pacifique, nous arrivons ensuite vers d'abord cette péninsule tout à fait particulière qui est toute de volcans, le Kamchatka, ce bout, cette péninsule, mais pourtant 472 000 km², c'est grand comme la France, et cette péninsule, elle est extraordinaire. D'abord, c'est là que l'on trouve le sommet avec le mont Kloutchevskoï le plus élevé d'Eurasie. Le volcan le plus élevé d'Eurasie aussi, pardon, non pas le sommet le plus élevé, le volcan le plus élevé d'Eurasie, à 4850 mètres environ d'altitude. Je dis environ parce que chaque année ça change en fonction des éruptions, il est en éruption régulière. Et donc, vous avez ici une terre qui n'est faite que de volcans. Si vous allez en Islande, les Islandais sont fiers de vous montrer 4% de roches, mais là, au Kamchatka, rien que des volcans. Environ 3000 volcans qui forment le socle, environ 300 volcans que l'on voit, et 29 à 30, selon les années, volcans actifs. Voilà les paysages que ça donne. Et puis évidemment, 472 000 km², mais à peine 300, 400 km de routes et de pistes. Autant vous dire que les déplacements pour voir les peuples autochtones avec leurs troupeaux de rennes, pour voir les paysages enneigés, des volcans de l'intérieur, pour aller au contact du volcanisme, mais il faut prendre des hélicoptères. Et donc, on a beaucoup de vues aériennes, je dirais, qui viennent automatiquement du Kamchatka et aussi de vues de l'automne. J'ai derrière moi, et nous avons déjà vu en image ces couleurs d'automne absolument fabuleuses au Kamchatka. Vous savez, un journaliste genevois, il y a bien longtemps, m'a dit un jour, mais Christian, tu dis aux gens de venir au Kamchatka parce qu'on voit des ours en quantité. Oui, on en voit. On voit les peuples autochtones. Oui, on les voit. On voit l'histoire russe, l'histoire ancienne russe, faite des explorateurs, et aussi l'histoire actuelle, puisque à côté de la capitale, Petropavlovsk, il y a la grande base sous-marine pacifique russe, à Vielouchkine. Bref, mais il faut dire aux gens, et c'est ce que je vous dis aujourd'hui parce que ce journaliste avait raison, il faut venir au Kamchatka pour la beauté des paysages avant tout et pour les couleurs du paysage. Quand on parle faune, oui, c'est aussi le Kamchatka, mais c'est aussi la ceinture de feu du Pacifique. Et quand on parle volcan, c'est aussi la ceinture de feu du Pacifique. C'est cette croisière que nous organisons sur les îles Kouriles qui vont environ du Japon jusqu'au Kamchatka. Ici, vous avez une vue qui est celle, voilà, Petropavlovsk, c'est la baie d'Avacha. On dit que c'est l'une, enfin on ne dit pas, c'est l'une des 10 plus belles baies du monde et elle est entourée de 3 volcans, dont le volcan Koryatski, qui est à 3456 mètres d'altitude et qui surplombe la ville. Les paysages sont simplement démesurés. Donc, que ce soit les joyaux de la mer de Kara, l'île Wrangel, que ce soit que nous faisons avec des bateaux différents, que ce soit le Kamchatka, le transsibérien, nous avons développé toute une série de voyages vers la Russie, mais surtout vers cet Extrême-Orient russe que les Américains appellent The Last Frontier, la dernière frontière. Alors évidemment, là-bas, les ours sont très peu farouches. Ils se nourrissent de saumons, de ces millions de saumons qui remontent la rivière. Évidemment, là-bas, il y a des peuples autochtones. Évidemment, là-bas, on est complètement orienté sur le Pacifique. C'est un autre monde. Et quand on demande à un Russe de Moscou, quand on dit à un Russe de Moscou qu'on va au Kamchatka, ils vous disent « Ouh là là, c'est plus loin pour nous que Dakar ou que New York. » C'est un pays tellement grand, la Russie, et cet immense pays, bon, on va le découvrir ensemble. Et on va le découvrir aussi avec ce que va nous raconter Oksana, qui, elle, est non seulement née dans le plus grand pays du monde, mais aussi dans la plus grande république de cette Russie fédérée. Et puis, c'est avec plaisir que je lui laisse la parole après quelques dernières images d'hélicoptères prises au sommet du mont Mutnovski que nous allons voir régulièrement pour son volcanisme. Et Oksana, si tu veux continuer sur le pays que tu connais si bien. Merci beaucoup, Christian.
juste quelques instants pour que je puisse partager. C'est bon, elle est déjà, tu peux juste maintenant passer avec ton D'accord. clavier. Merci beaucoup, Mathieu. Bonsoir encore une fois à tous et à toutes. Ce soir, je vais vous présenter l'une des régions parmi les plus extraordinaires de la planète, la République de Sakha-Yakoussi, où je suis née, où j'ai grandi et vécu un peu plus de 20 ans avant d'arriver en France. La Yakoussi, elle est située en Extrême-Orient russe. C'est une région très étendue, près de 3 millions de kilomètres carrés, soit à peu près 5 fois la France, et très peu peuplée en raison de ces conditions climatiques extrêmes. Je vais essayer de passer à la photo suivante. Voilà, j'espère que vous voyez tout bien. Donc, sa superficie représente pratiquement un cinquième de la surface de la Russie, et la capitale de la République de Sakha-Yakoussi est Yakoutsk. C'est la ville habitée la plus froide du monde. Et on dit qu'en Yakoussi, il y a plus de lacs que d'habitants, soit moins d'1 million. La population se compose à peu près de toutes les nationalités de l'ex-URSS, ce qui est lié pour l'essentiel à l'exploitation des ressources naturelles. Et la population autochtone, elle comprend les Yakoutes, les Even, les Evenks, les Tchoukts, les Delgan et les Yukagir. Donc, il y a 2 langues officielles en Yakoussi, le russe. В Республике Саха-Якутия мы говорим на якутском и на русском языках. Et le yakout, dont la racine, dont la famille linguistique est turque, Saha-Siriger Sahali ou Ananuchali Sangarabut. Et puis, l'hiver. On dit que l'hiver, il commence à Yakoussi. L'hiver dure très longtemps, 7 mois. Pour vous donner un exemple, le mois d'octobre et le mois d'avril, ce sont les mois d'hiver. Et la température la plus basse a été enregistrée à Oymyakon, moins 71 et 2 degrés, pardon. Et c'est le village habité le plus froid sur notre planète, appelé aussi le pôle du froid. Mais en fait, on s'adapte aux conditions de froid extrême, et on vit, croyez-moi bien, à Yakoussi bien et heureux. Par exemple, on organise au Oymyakon le festival du pôle du froid, ou encore un marathon au mois de janvier. Donc en 2019, quand on a organisé cet événement, il faisait moins 52 degrés. Ensuite, la vie quotidienne, elle aussi, elle est très différente de celle de l'Europe qu'on connaît. Par exemple, le matin, surtout au mois de janvier, on doit annoncer à la radio et à la télévision aux parents et aux élèves s'ils peuvent aller à l'école, ou ils sont obligés de rester à la maison, chez eux, à l'abri. Et comment en fait se font les calculs. L'école primaire ferme ses portes quand il fait moins 45 degrés, le collège à moins 48 et le lycée à moins 50. Donc après, il n'y a pas de règle pour les étudiants. Et ensuite, à partir du mois de novembre, on a voilà, donc je continue à vous partager la vie quotidienne que j'ai vécue. À partir du mois de novembre, on n'a plus besoin de réfrigérateur, de congélateur, pardon, au marché, puisque effectivement, elle fait beaucoup plus froid. Merci beaucoup, Mathieu. Il fait beaucoup plus froid en dehors que dans un congélateur. Et par exemple, au fameux marché de poissons, on découvre ainsi ce qu'on mange à Yakoussi. Parmi les mets fins d'hiver, il y a la viande et le foie du cheval yakoute bébé de moins de 9 mois, qu'on mange cru et congelé.
avec du sel et poivre. C'est la même chose pour certains poissons et c'est vraiment délicieux. Je pense que dans mon alimentation, ce sont vraiment les choses qui me manquent beaucoup. Et sur les photos, vous voyez donc les chevaux yakoutes. C'est une race chevaline provenant de la République de Sakha-Yakoutie qui forme la plus septentrionale des races de chevaux. Petit, solide et peu domestiqué, le cheval yakoute est capable de supporter le froid sibérien, le froid yakoute et de se nourrir en autonomie en creusant dans la neige. Donc, ils peuvent creuser dans la neige pour se nourrir. Et à la base de lait de jument fermenté, on prépare une boisson traditionnelle yakoute nommée kumis. Donc, cette boisson traditionnelle, on peut déguster pendant la grande fête nationale Lisser. C'est la fête du soleil, en l'honneur des esprits Ayu, qui a lieu tous les 21 juin. C'est le jour du solstice d'été. Donc, la nature se réveille, l'été commence, la nouvelle année commence aussi. Les habitants des villages, des villes, ils vont habiller traditionnellement pour s'amuser, pour participer à la cérémonie, pour voir les jeux traditionnels, pour voir la course de chevaux. Mais c'est aussi important pour nous puisque le lieu de cet événement est un endroit sacré où l'on peut se purifier et demander de l'énergie à la nature. Pour les raisons connues, bien évidemment, l'Isser a été annulé l'année dernière, l'été dernier. Vous savez, notre été, il est très court avec événements de moustiques. Là, je fais un petit clin d'œil à Christian. Mais ce qui a marqué, par contre, dramatiquement l'été dernier, bien sûr, c'est pas l'annulation de notre fête traditionnelle, mais l'été dernier déjà était le plus sec et le plus chaud ces derniers 150 ans. Et du coup, on a eu beaucoup d'incendies. Environ 9000 hectares sont partis en flammes. 9000 hectares. Donc, le gouvernement, malheureusement, n'a pas pu contrôler la situation. Et depuis le mois de mai et durant tout l'été, c'était vraiment très dangereux de vivre en Yakoutie, respirer son air dégradé. Et les habitants, les adultes comme les jeunes se réunissaient pour la lutte contre le feu, certains pour essayer de sauver leur maison, leur voiture, leurs vaches, grâce auxquelles, en plus, ils gagnent leur vie. Donc, c'est la réalité, donc je vous en parle, mais aujourd'hui, contrairement aux nouvelles que je pouvais recevoir durant cet été catastrophique de la part de ma famille, je suis plutôt contente de voir qu'ils peuvent de nouveau profiter d'être dehors sans danger pour leur santé. Et ça me fait plaisir de voir les photos partagées avec les sculptures de glace et voir que la vie est de nouveau animée, même s'il fait moins 30 degrés. Et pour le mois de novembre, moins 30 degrés, c'est normal. Et pour nous, les locaux, c'est la météo presque chaude. Donc, effectivement, moins 30, j'aime bien. En revanche, quand il fait moins 55, moins 65, on ressent vraiment la différence. Donc, Grand Espace vous invite au voyage expédition vers le pôle du froid, Oymyakon, en traversant l'Alena gelée
et l'autoroute russe Kolyma, donc pour se rapprocher de l'histoire de la Sibérie, de la conquête de l'extrême-orient russe et découvrir la vie avec les locaux et les paysages extraordinaires de la Yakoussie, avec ses grands espaces enneigés, avec ses montagnes de Verkhoyansk et bien sûr le froid. Donc avec votre guide francophone, vous prendrez un minibus de 4 ou 6 places spécialement équipé pour ce voyage expédition. Une liste d'équipements, donc là je parle du foie, donc c'est important de parler aussi de préparation. Donc une liste d'équipements vous sera donnée avec des recommandations particulières. Pour ça, vous pouvez me contacter pour toutes vos questions. Ce sera avec un grand plaisir pour moi qui ai connu des longs hivers yakoutes et encore sans confort, comme se déplacer en voiture au quotidien. Et puis, il y aura également la possibilité de prêt de vêtements à Yakoutsk. Et puis, pendant votre petite vie sibérienne, pendant laquelle vous serez hébergé chez les familles Sakha ou Yakout, vous allez visiter le marché aux poissons sous le ciel ouvert, l'école, le tunnel du permafrost, le musée des mammouths. Vous allez voir la ferme avec des chevaux yakoutes, le camp d'hiver des éleveurs de rennes. Beaucoup de choses et vous allez aussi participer à la pêche sur la glace. Il y a beaucoup d'autres expériences très amusantes, toujours liées avec le froid qu'on aime beaucoup. Donc, c'est tout ce qui est concernant la Yakoussie, mon pays d'origine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'aime la Yakoussie, donc j'aime parler de la Yakoussie. Ensuite, un Extrême-Orient russe, donc effectivement, Christian, il a parlé des destinations. Là, je vais revenir et en reparler plus brièvement. En 2022, du 26 mai au 8 juin, il aura la croisière à Ceinture de Feu du Pacifique à bord du bateau polaire russe Professeur Kromov de 48 passagers. Donc, c'est un bateau sœur de l'académique Chokalski. Donc, cette croisière vous permettra de découvrir les merveilles de l'extrême-orient russe sur plus de 2000 kilomètres. Normalement, le bateau polaire russe Professeur Kromov est destiné pour les croisières expéditions en Antarctique et en mer de Bering. Il dispose d'un bar, d'une salle de conférence, d'un sauna et de larges ponts extérieurs. La passerelle, elle restera pour vous, les passagers, libres, ce qui est aussi un point fort pour toutes les croisières avec grands espaces. Cette croisière sera extrêmement riche en cétacés avec plus de 18 espèces différentes. Christian l'a dit déjà que les baleines, il y en a tous les jours. Et donc, c'est la destination qui est également très riche en oiseaux, avec ces plusieurs colonies d'oiseaux qui vont aller à la recherche de poissons. Donc, Christian m'a dit qu'il y en a à peu près 12 millions d'oiseaux. Et puis, bien sûr, la croisière, elle est aussi très intéressante du point de vue de son histoire, de l'histoire des Cosaques et des peuples locaux. Donc, il nous reste encore les dernières cabines disponibles pour cette croisière à bord du Professeur Kromov, après laquelle vous pouvez aussi compléter votre séjour en Extrême-Orient russe en ajoutant une extension au Kamtchatka pour profiter des volcans. Donc, c'est une extension qui va durer 100 jours. Et effectivement, en fait, le transport qui rend les sites les plus beaux accessibles, c'est l'hélicoptère.
Ensuite, nous avons aussi un circuit au Kamtchatka qui aura lieu en automne, du 18 au 30 septembre 2022, pour aller voir les volcans, les geysers, les fumerolles et les sources chaudes. C'est le voyage qui est très intéressant parce qu'en fait, les couleurs seront différentes. Ici, les couleurs d'automne seront présentes et voir cette vue colorée depuis l'hélicoptère, ça doit être quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et c'est le voyage le plus complet que vous puissiez réaliser au Kamtchatka. Puis le mot-clé pour ce voyage, c'est la flexibilité. Les vols partent en général vers 10 heures après la collecte complète des informations météorologiques du trajet. Et puis la dernière croisière que je souhaite vous présenter, c'est Chukotka et île Wrangel, qui aura lieu au mois d'août 2022, du 7 au 21 août, à bord du bateau polaire Heritage Adventurer. Donc, c'est pas 100% francophone, mais il y aura un encadrement francophone, il y aura les guides grands espaces à bord. Donc, cette croisière, elle va commencer pas en Russie, mais aux États-Unis, à Nome. Donc, avant cette croisière, on propose aussi une extension en Alaska. Et puis, île Wrangel, beaucoup de morses, beaucoup d'ours polaires, beaucoup de cétacés. L'île Wrangel, elle est connue pour cette biodiversité et elle vous fera découvrir sa faune et sa flore. Et puis, en 2017 ou en 2018, Christian peut-être pourra me corriger. On a vu environ 200 ours autour d'une carcasse d'une baleine échouée. C'est pour vous dire que là-bas, il aura les observations uniques et très belles à faire. Donc, je pense que je fais un petit tour de l'extrême-orient russe et avec un grand plaisir, je redonne les paroles à Christian Kempf. Christian, ton micro est désactivé. Voilà, c'est bon. Pardon, merci. Juste, j'avais d'un côté le micro et de l'autre côté activer le micro. Voilà. Je suis plus à l'aise face aux ours qu'avec un ordinateur. Hein. Je vous prie de m'en excuser. Maintenant, sur ce que je voudrais surtout, parce que vous savez, entre Oksana et moi, on a fait vraiment... On en a fait des kilomètres. Hein. Et on est allé du très grand froid à la mer, on est allé du Pacifique à la montagne. Vous avez certainement des questions. Donc, Noéline, de manière très adroite, répond aux diverses questions. Mais si vous avez des questions qui apparaissent, Mathieu va faire la synthèse et va nous les poser. Puis donc, on répondra à Mathieu. Est-ce qu'il y a déjà des Il y avait une petite question tout à l'heure sur les températures en Yakoutie, les températures moyennes qu'il peut faire en hiver, en tout cas pendant nos voyages. On t'y a répondu aussi un peu tout à l'heure, Oksana, pendant ta présentation. Écoutez, moi, je voudrais donner le point de vue d'un touriste. Hein. Le touriste que j'étais. 3 éléments. Premièrement, nous avons pris, avec Madame Roudière qui est là, qui nous écoute, avec d'autres, c'était notre plaisir le matin quand on sortait de nos chambres chez l'habitant surchauffé, de regarder, la première chose qu'on regardait avant d'aller aux toilettes, d'ailleurs c'était sur la route des toilettes qui sont dans le jardin, la température. Et un jour, on nous a annoncé moins 62,5. On était tous heureux. Mais comment peut-on être heureux par 62,5 ? Il y a en fait 3 choses. Premièrement, on est très rarement dehors.
On est dehors le temps des toilettes. Et je vous assure qu'on ne lit pas le journal aux toilettes. Hein. On est dehors le temps de prendre des photos. Le temps d'être avec un local pour pêcher un poisson sous l'eau. Bon, voilà. Le restant du temps, on est dans les musées, on est dans les minibus, on est chez l'habitant, on est dans les restaurants, on est dans la petite salle de fête où les enfants donnent un spectacle. On est dans des fermes avec c'est pas l'enfant Jésus, ce sont des vaches qui nous réchauffent. Mais j'ose dire, on n'a pas froid. Le froid n'a pas le temps de nous prendre. Il faut qu'on prenne des précautions. Il faut qu'on mette des choses sur les lèvres, etc. Il faut qu'on ait des gants, évidemment. Mais si vous voulez, ce n'est pas un froid qu'on a tout le temps, comme quand on est, par exemple, au Zodiac au bout de 2 heures. Voilà. La deuxième chose, c'est que là, on parle toujours des extrêmes et c'est normal. On est fiers d'avoir eu du 62,5. Bon, mais il faut quand même dire que de temps en temps, la température remonte à -40. Et que ça devient plus supportable. Si vous voulez, si localement on envoie les enfants à la maternelle par -40, c'est qu'on peut sortir nos touristes par -40. Hein, voilà. Bon. Et puis l'autre chose, et surtout, c'est que nous pourrions faire ce voyage au mois de mars. Nous pourrions le faire au mois d'avril. On peut encore passer la Léna au mois de mars, la Léna gelée. Mais si nous y allons à ce moment-là, c'est parce que c'est ce moment-là qu'il y a les paysages les plus fous. Vous avez une sorte de brume permanente. C'est là qu'il y a pratiquement le beau temps tout le temps. Et vous avez une sorte de brume permanente qui vient d'une petite fonte de la neige. Et les cristaux de brume sont dans l'air. C'est ouaté en permanence, tout en ayant une bonne visibilité. Ça me donne des ambiances, mais c'est fou. Moi j'étais dans la voiture avec mon appareil photo, avec mon téléphone, je prenais des photos tout le temps. Quoi. C'est l'exotisme le plus total. Et vous voyez très bien d'ailleurs sur cette photo qui montre l'un de nos minibus. Là, on est sur la route, sur la Léna. Et vous voyez cette ambiance de brume permanente. Donc, encore une fois, est-ce qu'il fait froid? Oui, évidemment, il fait froid, mais on lutte très bien contre le froid. On vous donne, automatiquement, quand vous arrivez à Yakoutsk, on vous dit d'ôter vos chaussures, on vous donne des bonnes chaussures. Vraiment, c'est là qu'on peut avoir le plus froid, aux pieds. Donc, il nous faut vraiment des bonnes bottes. Et on a les bottes que les gens portent sur place, avec lesquelles ils se promènent, avec lesquelles ils sont à l'extérieur tout le temps. J'étais un peu long, mais j'ai beaucoup, moi, aimé ce voyage. J'ai découvert la Yakoutie que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que c'est un sacré pays. Non, mais c'était super. Et alors, une petite question qui est alors plus technique sur les passages entre l'Alaska et notamment le Kamchatka par rapport au visa. Il faut les deux visas, entre guillemets. Enfin, bon, il n'y a pas de problème, sinon on ne le ferait pas. Mais il faut d'un côté l'État américain, et puis d'un autre côté, on arrive à Anchorage. De Anchorage, on prend le vol pour aller à Nome, il y a plusieurs vols par jour, et à Nome, en Alaska, on a la sortie de frontière et on va directement. En fait, on gagne du temps. Au retour, on perd du temps, mais à l'aller, on gagne du temps parce que là, on traverse la ligne de jour. Hein. Donc, juste après, entre guillemets, on est à Providenia et là, il y a les formalités russes. Quoi. Providenia est un port et une ville officielle d'entrée, comme Mourmansk, comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg, comme Petropavlovsk, que sais-je. Et donc, on fait les formalités de police à cet endroit et on a le visa russe. Et le visa russe, vous l'avez depuis la France. Quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Une question plutôt nature sur un terme technique. Comment appelle-t-on déjà les cristaux de glace dans la brume? Alors, ils n'ont pas de nom en tant que tel. Disons qu'on appelle ça un arc en brume ou une parélie. Parélie, ça fait plus savant. Voilà. Nous, on dit souvent c'est un arc en brume. Mais le cristal de glace en tant que tel n'a pas de nom. Un cristal une goutte d'eau en suspension givrée. Quoi. Voilà. D'accord. On a une question de Monsieur Gautin qui demandait des informations sur la mer Blanche.
Oui. Alors là, on change complètement de registre. Hein. On n'est plus dans l'extrême-orient russe, on n'est plus dans l'Arctique. Alors la mer Blanche, alors on a déjà organisé des réveillons à Arkhangelsk, au bord de la mer Blanche, et on a notre petit -25 aussi. Hein. Et ça, c'est en hiver. Et la mer Blanche est connue, c'est d'ailleurs l'un des endroits où naissent les phoques dits du Groenland. C'est l'un des 3 endroits avec les alentours de l'île Wrangel et les îles de la Madeleine au Canada. Et donc, pour vous dire qu'il y a de la banquise en hiver, dans la mer Blanche, il y a de brise-glace russe en hiver. À partir du mois d'avril, il n'y a plus de glace. Enfin, si, on en prend un tout petit peu, mais au mois de mai, il n'y en a plus du tout. À l'inverse, la mer Blanche, elle a 3 grands intérêts. Le premier intérêt, indiscutablement, c'est l'histoire. Avec la ville d'Arkhangelsk, la ville de l'Archange au Saint-Michel, d'où avant que Saint-Pétersbourg ne soit fondée par la volonté du tsar en 1703, partait le commerce qui allait vers l'ouest, qui allait vers l'Europe, depuis donc la mer Blanche en Russie. Et donc l'histoire est importante, et l'histoire est importante jusqu'aux années récentes, puisque le canal qui va de la mer Blanche vers le lac Onega, puis vers Saint-Pétersbourg, part également de cette mer Blanche. Elle était creusée par les gens du Goulag, et puis avec manifestement, et comme toujours hélas, dans cette triste période, 25 000 morts, mais il reste que l'histoire, elle est vraiment présente. Quand nous présentons le voyage mer Blanche, vous avez une photo, hélas, du premier goulag, qui fut un goulag pour enfants ensuite, mais qui a été avant tout un monastère sur l'île de Solovski, et ce monastère est particulièrement beau. Et sur cette même île, il y a des restes, non pas gaulois, mais des restes de menhirs et de labyrinthes d'il y a 4000 ans. Donc l'histoire est profonde, l'histoire est dense. Je ne vous parle pas de Mourmansk, de la poche de Mourmansk dans la dernière guerre, etc., etc. L'histoire est dense en mer Blanche et sur le trajet de la mer Blanche. La deuxième chose, c'est que nous sommes ici en pleine forêt boréale et un petit peu dans la taïga, et la faune est abondante. On y voit des baleines blanches, et le long de la côte de Carélie, entre Tromsø-Kirkenes et donc après Mourmansk et sur la route de la mer Blanche, là, on a vraiment des archipels qui sont particulièrement riches. On y va par ailleurs au moment où précisément les macaremoines, les mouettes, les guillemots, etc. se reproduisent, les phoques sont là. C'est aussi un voyage de nature. Ça, c'est le deuxième grand intérêt de cette mer Blanche. Et puis le troisième, je veux dire, c'est qu'il y a très très peu de voyages qui vont. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il faut les autorisations russes, etc., qu'on a acquises, pardon, et qui sont là. Il faut juste que les frontières s'ouvrent. Hein. Bon, et que ce ne sont des destinations pas habituelles. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aller vers Mourmansk, qui pourtant a une histoire profonde. On n'a pas l'habitude d'aller à Arkhangelsk, qui pourtant a le plus bel écomusée de bois de toute la grande région, Laponie y comprise, hein, au pays, au Finnmark en Norvège y compris, un magnifique village de bois de Carélie. Donc on a là un intérêt historique, mais aussi un intérêt de la vie de tous les jours, de la Russie profonde, et qui est très très intéressant dans ces voyages de mer Blanche, qui sont rares, tout simplement, et je dirais que c'est le troisième élément qui nous fait organiser des voyages en mer Blanche sur le Nanook cette année, et sur l'Ocean Nova en 2020, cette année à venir, pardon, et sur l'Ocean Nova en 2023, vous allez découvrir un très très beau voyage en mer Blanche, donc, et qu'on appelle blanche parce qu'effectivement, elle est blanche une partie de l'année. Merci Christian. Alors, je n'ai pas vu passer d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à contacter nos équipes de bureau qui pourront répondre à vos messages et vos questions. On pourra aussi évoquer le voyage sur le passage du Nord-Ouest, si tu veux dire quelques mots, Christian, sur ce voyage à bord du Nanook. Oui. Alors, là aussi, je voudrais surtout laisser le temps en question, mais je vais parler du Grand Nord canadien, mais le temps manque, et c'est pour ça que j'ose vous dire dès à présent, il y a des gens inscrits sur le passage du Nord-Ouest et des gens inscrits sur les îles de la Reine Élisabeth. Alors, je vais parler en 2 mots de ces endroits, mais ce sont des endroits qui méritent un développement à part, parce que le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde, et il a ce qu'on appelait les territoires du Nord-Ouest. Et là, en 2009,
est devenue autonome, avec une immense autonomie, la province du Nunavut, qui recouvre la terre d'Ellesmer, la terre de Bafa. Bref, c'est absolument énorme. Là se trouve au nord l'archipel de la Reine Élisabeth, qui s'appelle ainsi car ça a été nommé en 1963 au moment du sacre de la Reine. Et cet archipel est particulièrement riche en faune. Là aussi, je vous ai dit tout à l'heure qu'en Russie, la terre François-Joseph notamment était un véritable réservoir d'ours, de morses, de baleines. Il y en a autant dans l'Arctique canadien. Cet Arctique canadien était gigantesque. On a la terre d'Ellesmer avec des grands plateaux, des grandes collines. C'est là que notre ami Vincent Munier a fait ses photographies de loups polaires. On a le détroit de Lancaster, qui est connu comme étant la plus grande concentration de baleines en Arctique. On a l'île de Devon, qui est connue pour ses populations d'ours blancs. Et puis évidemment, il y a l'histoire des populations inuites et l'histoire des grandes expéditions. Et c'est là qu'on arrive automatiquement au passage du Nord-Ouest. Et j'y étais déjà 4 reprises. Mais nous aurons, au mois de janvier, l'immense chance de pouvoir faire un webinaire, comme on fait maintenant, une conférence avec le chef d'expédition Benjamin Dee, qui est canadien, mais qui fait partie de notre équipe. Ça a été un de mes premiers guides il y a une dizaine d'années, et qui va être votre chef d'expédition. Nous aurons aussi, lors de ce webinaire, Simon Gignac, qui nous parlera de l'Arctique canadien. La première fois que j'ai pris Simon Gignac, qui est maintenant cartographe pour la ville de Montréal professionnellement, mais qui sinon emmène des gens avec nous dans le Grand Nord. La première fois qu'en 2006, on est parti ensemble au Nunavut et dans le Grand Nord canadien, on a fait un tour de table pour savoir au niveau des guides pourquoi ils venaient sur ce voyage. Et Simon de dire, ça me permet de voir où va l'argent de mes impôts. Parce qu'effectivement, beaucoup de l'argent des provinces du Sud vont vers le Nord. Et donc, il y aura Simon Gignac et il y aura aussi Marc Hébert. Marc Hébert qui nous parlera depuis le Yukon. Et ces 3 Canadiens nous parleront beaucoup mieux que nous. C'est pas que je ne veuille pas en parler. Mais de même que là, c'était un plaisir de laisser la parole à Oksana, ce sera un plaisir de laisser la parole à ces Canadiens pour nous parler de leur Canada. Maintenant, sur ce, quand même de manière claire, le passage du Nord-Ouest, c'est évidemment un grand moment. Nous ne faisons, je crois, je vais être tout à fait clair, pas l'ensemble du passage du Nord-Ouest. Nous allons jusqu'à l'endroit, ou plus loin encore que l'endroit où l'expédition de Franklin a coulé. Et nous allons probablement jusqu'à Gjöahaven, qui est l'endroit où le Norvégien Roald Amundsen, en 1903-1906, a trouvé le passage nord-ouest. Ensuite, il y a cette énorme île de Banks, avec ses populations de bœufs musqués, mais ensuite, tout est plat. Et pour celles et ceux qui ont déjà réalisé, comme c'est mon cas, l'ensemble du passage du nord-ouest, c'est plat, plat, plat. Et les beaux paysages et la faune se trouvent surtout sur la partie est de ce voyage. C'est pour ça que plutôt que de terminer en Alaska, nous allons repasser par un détroit d'ailleurs, nommé en l'honneur d'un Français, le lieutenant Bello, pour aller ensuite vers la baie d'Hudson et coupler ainsi ce voyage non seulement avec les grands détroits, le détroit de Lancaster, le détroit de Bello évidemment, et les autres grands détroits du passage du Nord-Ouest, mais avec un tour de la terre de Baffin, en allant dans le bassin de Fox et en terre d'Hudson et en baie d'Hudson, qui est particulièrement riche en faune. C'est là les grandes photos de concentration de morses, c'est là-bas. Sur le plan des Inuits, le grand art inuit dit de Dorset se trouve là. C'est là que se trouve l'agglomération de Cape Dorset. Les Inuits les plus, les plus connus au Canada, ceux d'Igloolik, ceux qui faisaient ces igloos géants, et qui le font d'ailleurs encore en hiver, c'est là, à Igloolik. Donc, plutôt que d'aller vers des régions relativement planes de l'Alaska et faire de la mer pour faire de la mer, nous restons dans l'archipel nord-canadien, nous prenons le passage du nord-est jusqu'au moment où il s'ouvre sur la mer de Beaufort avant de revenir donc vers la terre de Baffin. Ce qui en fait, somme toute, un voyage très très long. Un voyage très très long, et je voudrais juste faire une parenthèse pour les gens qui sont inscrits ou qui vont s'inscrire à ce voyage. C'est un voyage cher, c'est un voyage long, c'est un voyage fait avec 12 personnes seulement, et c'est pour ça qu'il faut bien s'entendre avec ces personnes, donc nous mettons les gens en contact parce que
ce sont 12 passionnés qui vont venir, c'est évident, mais ce sont aussi 12 personnes qui veulent échanger, qui veulent se connaître avant. Et c'est ce qui va rendre ce voyage non pas simplement un produit vendu par une agence, mais qui va faire une expérience et une expédition commune entre des gens qui se connaissent un peu auparavant et qui vont véritablement vivre avec ce bateau qui s'appelle le Nanook, une expérience extraordinaire. Le Nanook a une classe glace 1B, ce n'est pas la meilleure classe glace. Il a une coque 1A, mais son moteur, qui n'est qu'un moteur de 1500 chevaux, ne lui permet pas d'avoir la classe 1A. Mais c'est un bateau qui est totalement équipé pour la glace. Et nous faisons ce voyage au mois de septembre parce que c'est le moment où effectivement on peut passer dans ces divers détroits. Les autres moments, on risque d'avoir de la banquise bien trop importante. Il reste cependant que c'est un voyage qui, selon les années, peut être rendu plus ou moins difficile. Et soyez simplement assurés d'une chose, c'est que premièrement, vous verrez une aventure hors de l'ordinaire, vous verrez très bien tous ces détroits, vous ferez ce passage et puis vous verrez beaucoup d'animaux. En revanche, est-ce qu'on restera plus longtemps vers l'île de Beechy et de Resolute? Est-ce qu'on restera plus longtemps vers le détroit de Bellevaux? Est-ce qu'on restera plus longtemps vers Cape Dorset? Nous verrons. Nous verrons. C'est la glace, la météo et, je dirais presque durant la nuit, les aurores boréales qui seront tout le temps présentes quand le ciel le permet, que nous verrons durant ces moments. Donc ça, c'est pour le passage du Nord-Ouest. Je ne parle pas beaucoup de la Reine Elisabeth, le voyage est complet. Et puis l'an prochain, on a 2 voyages et un voyage qui est déjà complet. Donc venez vite sur ces voyages du Nord canadien et qui nous révèlent à nous autres des horizons tout à fait neufs. Et surtout, et j'insiste là-dessus, moi qui ai fait ce passage sur un bateau de 250 places, 2 fois sur un bateau de 100 places, là, le fait de pouvoir le faire à 12 personnes, mais c'est extraordinaire, quoi. Parce qu'on peut s'arrêter où on veut, quand on veut. Il n'y a pas cette lourdeur des bateaux de plus de 200 personnes. C'est vraiment extraordinaire. Alors donc, rendez-vous au mois de janvier. Alors, on fera un appel à tout le monde. Toutes les personnes qui veulent venir seront bienvenues à regarder, mais ce sera en particulier destiné aux gens qui vont dans cet archipel de la Reine Elisabeth et au passage du Nord-Ouest. Et on fera ça donc avec nos amis, avec moi évidemment, mais aussi avec nos amis canadiens qui vous parleront avec passion de leur pays. Merci beaucoup, Christian. Je vais juste rebondir sur quelques petits commentaires qu'on a reçus par rapport aux conférences, aux futures conférences. Donc, comme tu l'as dit, on fera une conférence en début d'année prochain sur l'Arctique canadien avec des spécialistes. Et je pense que, étant donné qu'on a pas mal de demandes dessus, on essaiera d'organiser plutôt une conférence sur l'Arctique russe, très spécifique à la Terre François-Joseph et à la Nouvelle-Zambie. Voilà, on essaiera de refaire un petit événement comme ça. C'est un format qu'on a développé cette année et l'année dernière avec toute cette crise sanitaire. C'est quelque chose qui nous plaît aussi. On aime être avec vous. Et alors, même si on n'a pas pu l'être avec vous pendant pas mal de temps sur les voyages et sur les bateaux, et du coup, faire ces conférences en face à face comme on aime faire, malgré tout, ce format-là nous permet de vous présenter nos voyages et puis aussi de vous présenter ces destinations, ces lieux qu'on aime tant et de faire intervenir, que ce soit Christian bien sûr, mais aussi des spécialistes, des spécialistes de certaines destinations de temps en temps, comme on a pu le faire aussi, par exemple, pour celles et ceux qui étaient présents sur notre conférence sur l'Antarctique, sur la mer de Belle-Île avec Agnès et Samuel. Voilà, donc c'est des formats qu'on va continuer, on va multiplier ces conférences, on va en faire régulièrement sur différents lieux. En début d'année, on en fera aussi sur d'autres destinations que des destinations polaires. On prévoit notamment une conférence sur l'Amazonie, on en fera sans doute sur l'Afrique et bien d'autres destinations. Dans tous les cas, pour être au courant de tout ça, n'hésitez pas à nous contacter et puis de vous inscrire à nos newsletters aussi, dans lesquels vous recevez ces informations-là pour vous y inscrire. Nous, c'est toujours un plaisir, comme je vous l'ai dit, de pouvoir vous retrouver, ne serait-ce que par ce chemin-là, en attendant de pouvoir vite vous retrouver à bord des bateaux. En tout cas, merci à toutes et à tous encore une fois pour votre présence ce soir. C'était un vrai plaisir de vous retrouver encore une fois. N'hésitez surtout pas à contacter nos équipes pour poser vos questions, pour avoir des renseignements sur nos voyages et on sera ravis d'y répondre. Voilà, Christian ou Oksana, si vous voulez dire un mot, et puis on va pouvoir conclure cette nouvelle soirée. Das Vedenia pour moi.
Bon, merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous. On vous souhaite une excellente soirée et à très très bientôt. Merci encore une fois. Juste un dernier petit mot, vous aurez tous et toutes accès à ce webinaire, donc cette visioconférence en replay. Vous allez recevoir, une fois que je clôturerai l'événement, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au replay. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez. Et il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube en cherchant Grands Espaces à partir de demain. Bonne soirée, merci à toutes et à tous et à très bientôt.